La musique est peut-être l'exemple unique de ce qu'aurait pu être s'il n'y avait pas eu l'invention du langage, la formation des mots, l'analyse des idées, la communication des âmes. Pourquoi vous mettez de la musique, Jean Bull ? Jean Bull ? Je connais pas votre nom, donc... Ouais. Donc, non seulement vous vous présentez pas, mais en plus vous répondez même pas à la question, quoi. Je dirais que c'est parce que je trouve ça plus agréable. Pas toi ? Oui, je sais pas trop. Enfin, si, j'imagine, mais... Pourquoi ? Ça, c'est ton boulot. Ah, oui, enfin... C'est quand même vous qui écrivez ce que je dis, donc... Allez, tais-toi. L'intro est trop méta. Fais ton taf maintenant. Ouais. Ça commence doucement à ressembler à l'exploitation, tout ça ? Exactement. Allez, enchaîne. Tu te rebelleras un autre jour. Sérieux ? Quand ? Quand ça m'amusera. Bon. Encore une fois, une question bien vaste à laquelle l'humanité tente encore à l'heure actuelle d'obtenir une réponse définitive. Un bien vaste pourquoi ? Alors on va essayer bien modestement d'en faire le tour ensemble aujourd'hui. Et il est vrai que l'interrogation démange pour peu qu'on prenne le temps de s'y pencher. En effet, quel est l'intérêt de la musique dans les ascenseurs ? Dans les magasins ? Les films ? Même dans les vidéos YouTube ? Pourquoi l'être humain dépense-t-il autant de temps, d'argent et d'énergie pour l'écouter, la pratiquer, alors même que son utilité est si complexe à définir ? La musique apaise, elle stimule, elle inspire, bref, globalement, elle tourne bien souvent autour de la notion de plaisir. Oui, Dodongo, je parle plutôt au nom de l'humanité, pas spécialement de la tyrexité, donc... Quoi qu'il en soit, et même si on ne parle pas non plus du Crétacé quand on dit ça, la musique, ça date pas de 1986. Oui, je suggère habilement que 1986, c'est pas si vieux que ça. Que voulez-vous ? On essaye de se rassurer comme on peut, hein. Bref, kiffer des bonnes vocalises dans une caverne, bouger de la tête en entendant Raorg von Grumpfen s'endiabler sur son flutio en os de vautour, ça fait un petit moment que ça nous occupe, nous autres hominidés. Et oui, sachez que même dans certaines de mes vannes, j'essaie de vous balancer quand même 2-3 infos. La plus vieille flûte qu'on ait retrouvée jusqu'ici date de 35 000 ans et était effectivement en os de vautour. Elle se trouvait en Allemagne. D'où le Raorg von Grumpfen. Ouais, il y a du niveau, je sais. Alors oui, l'Allemagne aujourd'hui, en termes de musique, c'est pas nécessairement the place to be, der angesagte Ort, mais voilà, les mœurs évoluent, je suppose. Oh, et ça va, Lucien, je vous vois lever les yeux au ciel, hein. Mais je sais bien que la tribu a toujours préféré votre petit cousin Raorg à votre déplorable tambour en peau d'intestin de raie. Mais moi, j'y suis pour rien, c'est pas de ma faute. Donc peut-être qu'il serait temps de se remettre en question. Une fois tous les 35 000 ans, je pense que ça va. Bref. Alors, on n'est quand même pas remonté jusqu'aux origines, parce que c'est quand même assez compliqué de trouver le véritable début de tout ça, mais il se trouve que, depuis Raorg, nous avons plusieurs moyens de remonter en partie le temps. Quand je dis remonter le temps, je veux dire vraiment, vraiment loin, quoi. Et pour ce faire, on a tout simplement demandé à Lucien. Oh, ça va, souriez, mon vieux, de temps en temps. Non, souriez pas, en fait. Pas nécessaire. Bon, Lucien ne voulait pas répondre, et donc, les neurosciences, par exemple, ont pu nous aider. Grâce à elles, des chercheurs ont pu étudier certains primates qui, pour certains et sur certains aspects, se rapprochent aujourd'hui de ce que furent autrefois nos ancêtres. Il existe donc des études tentant de vérifier le degré de leur appréciation de la musique. Mais on va y revenir. Comme beaucoup de facettes de nos actuelles personnalités, il y a fort à parier que notre instinct musical ait suivi notre progressive évolution jusqu'à nous parvenir aujourd'hui. Pour Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution, notre sujet du jour semble bien avoir été un véritable casse-crâne. Bah ouais, pour lui, la totalité des activités humaines doivent avoir une fonction et surtout un avantage évolutif. Absolument tout. Comme par exemple le fait de parler. Notre capacité de langage permet à notre espèce l'échange d'informations à l'oral, et cette fonction bien pratique a été sélectionnée au fil du temps. Alors depuis, n'a pas toujours servi au mieux les intérêts de l'humanité, mais il paraît qu'il faut laisser parler les cons. Parfois j'ai des doutes, mais bon, c'est pas le sujet. Nos ancêtres, capables d'un tel exploit il y a des centaines de milliers d'années, avaient alors un avantage considérable sur les autres espèces.
et ont ainsi survécu. Et c'est pareil pour tout le reste. Manger, boire, dormir, se reproduire. Quoi d'Odongo? Écoute, tu vas pas commencer à râler, la vidéo débute à peine. Bon écoute, vite fait, ok? Parce qu'on a de la planche sous le pain là et que Jean Bull là, nous pousse à la productivité, donc... C'est parce que j'ai parlé de se reproduire, c'est ça? Ouais mon vieux, vous, il y a un moment donné où ça a foiré, quoi. C'est comme ça, hein. Mais non, mon vieux, mais je compatis, c'est pas ça, mais... Non, hein. Alors non, je te trouve pas une petite copine T-Rex. Hors de question. Déjà parce que t'es mort, Désolé, mais à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Et qui dit décès, dit absence de bazar, quoi. Et puis, voilà, j'ai plus la place, moi, ça va prendre de la poussière encore. Non, c'est bon. Je suis pas paléontologue, moi. Oui, boude si tu veux. Donc, blablabla, boire, dormir, se reproduire. Mais la musique, pourquoi? Vous l'avez compris, la théorie de l'évolution peine à expliquer entièrement son existence dans nos vies. Et vous allez voir pourquoi. Je schématise, mais classiquement, vous avez deux outils en termes d'évolution. La sélection naturelle, et là donc il faudrait identifier un avantage notoire des musiciens sur les non-musiciens. Bon, je suis musicien moi-même et je vous garantis que ça ne me place pas spécialement au sommet de ma tribu locale. Ah non, mais on peut chercher si vous voulez, mais dans la jungle, pour éviter de se faire bouffer par Shere Khan, si Mowgli sort une mandoline, ou un clavecin, je suis pas fermé, au lieu d'un bâton enflammé, je suis pas certain qu'on assiste à la même fin d'histoire, quoi. Même chose avec le hautbois, Eudes. Vraiment, c'est pas le sujet, là. Et donc, deuxième outil, la sélection sexuelle, qui est en l'occurrence une fausse piste. Et oui, si l'on peut facilement se figurer l'intérêt de savoir jouer la mineur, do, mi, sol à la guitare, sur la plage pour emballer la Cindy au soleil couchant comme un pan qui fait la roue, ni plus ni moins, comment expliquer alors que presque tous les humains ressentent et pratiquent la musique de façon comparable, indépendamment de leur sexe et de leur âge? Je veux dire, un enfant prépubère ou une mamie ménopausée peuvent sans aucun problème apprécier jouer de la guitare, eux aussi. Donc, non, la musique n'est pas une simple arme de séduction, même si, encore une fois, pour les joueurs de gratte des bacs à sable, ça pouvait sembler une hypothèse valable. Il y a donc plus que ça à aller gratter et à découvrir. Ainsi, même notre bon vieux Charles disait que la musique était l'un des dons les plus mystérieux qui caractérisaient l'être humain. Mais bon, puisqu'il fallait bien ranger ça dans une case, il l'a quand même mis plutôt du côté de la sélection sexuelle. Les premiers chœurs, disons, les premiers grognements qui se voulaient harmonieux ont très vraisemblablement été émis par Raorg von Grumpfen pour courtiser la donzelle afin de la traîner jusqu'au matelas caillou en la tirant comme il se devait par les cheveux. Allez, je lance tout de suite le hashtag balance ton Cro-Magnon. De nos jours, bien sûr, nous ne sommes pas obligatoirement condamnés au célibat à perpétuité si l'on ne connaît pas la relative mineure de la gamme de Fa. C'est Ré mineur, juste au cas où. Ou encore si l'on ne sait pas différencier à l'oreille un intervalle de quinte juste ou de quarte augmentée. Mais Darwin nous dit qu'il existe un lien de parenté fort entre cette musicalité de séduction et l'apparition du langage lui-même. Et cette affirmation est à l'origine de bien des débats aujourd'hui encore. De ces débats naîtront quantité de nouveaux courants de pensée et au milieu de tout ce fourbi, une nouvelle théorie. La musique ne serait qu'un cheesecake aux myrtilles. Ouais, je sais, vu comme ça, c'est pas... Mais c'est bon. Mais c'est pas... Mais c'est bon. Et c'est là tout le sujet. Notre musicalité ne serait pas directement issue de notre adaptation dans le sens où elle ne serait pas un caractère favorable à la survie de l'espèce, et n'aurait donc pas été sélectionnée par la nature au cours de l'évolution. Elle serait comme une sorte de résidu collatéral. Et ce, exactement comme cette part de cheesecake à la myrtille. Pour la survie de mon espèce, excusez-moi, les misophones, il n'y a pas vraiment de sens au fait que j'apprécie particulièrement le contenu de cette assiette. En revanche, l'origine de mon goût pour ce délicieux gâteau a un sens au regard de l'évolution. Et oui, parce que c'est elle, l'évolution, qui a rendu fou mon cerveau lorsqu'il reçoit l'information de la part de mes papilles gustatives qu'elles sont en présence de crème, calorique et riche en gras, et de fruits riches en eau et en vitamines et surtout en sucre. Pour Raorg,
Dénicher et manger ce genre d'aliments, c'est littéralement une question de survie. Pour Walter, ici au muséum, plus vraiment. Ce n'est qu'un résidu collatéral, en plus d'être une image sympa, pour vous raconter 2-3 trucs. Or donc, pour certains théoriciens, notre musicalité aurait suivi un chemin similaire. Elle résulterait d'un caractère favorable à la survie de l'espèce il y a des dizaines de milliers d'années. Nos capacités cognitives et perceptives ont alors été sélectionnées pour de toute autre raison, mais aujourd'hui, nous les utilisons pour, entre autres, apprécier une musique qui nous apparaît comme agréable, bien que relativement peu utile. Alors bien entendu, tout le monde n'adhère pas à cette vision cheesecakienne. D'autres scientifiques considèrent le fait que, de tout temps et dans toutes les régions du globe, tous les humains et toutes les cultures ont reconnu et apprécié la musique. Elle semble ainsi être un caractère universel de notre espèce. Et bim, nous voilà donc revenus à la case départ. Si la musique est bel et bien le fruit de l'adaptation, quels sont donc pour nos lointains ancêtres les avantages qu'elle aurait apportés et qui mériteraient de l'avoir subsisté jusqu'à l'ère de TikTok ? La musique est par bien des aspects intrinsèquement liée au langage. Les scientifiques ont déjà observé que les zones cérébrales utiles à la pratique du langage et à celles de la musique sont très similaires et se superposent en grande partie. Ça paraît anodin, mais ça nous rapproche un peu plus du comportement du cheesecake aux myrtilles. Et oui, il devient dès lors plus simple de penser que la musique n'a rien fait d'autre que, dans quelque sorte, parasiter les structures du langage. Lucien ? Non, prenez pas la peine de venir débarrasser, j'ai pas terminé. Ah, pardon, réflexe. Non, vous vouliez intervenir ? Vous savez, mon vieux, si c'est pour venir nous parler de votre lointain cousin et de sa manie très curieuse de percer des os de vautour, ce sera pas nécessaire, hein. Chebaline et Ravel. Tout à fait, vous avez raison. C'est quand même pas de bol, hein. Entre l'autre, là, qui devrait pas pouvoir s'exprimer, et qui me coupe la parole sans arrêt. Vous, qui êtes certes très pertinent, mais d'une lenteur accablante, je suis pas aidé, quoi. C'est pas Jean Bubule qui va me sauver la mise, hein, manifestement. Bon, donc, on a vu qu'en termes de neurosciences, le cerveau semble impliquer les mêmes zones qu'il s'agisse de parler ou d'apprécier et ou de pratiquer la musique. Mais tout n'est pas si simple non plus. L'histoire est jalonnée de cas cliniques qui soulèvent quelques questions plus complexes. 2 compositeurs de talent, l'un russe, Vissarion Chebaline, l'autre français, Maurice Ravel, ont été tous deux victimes d'accidents vasculaires cérébraux à l'hémisphère gauche de leur cerveau. Ils perdirent presque totalement l'usage de la parole. Cependant, en dépit de leur aphasie, ils sont restés en mesure de comprendre, d'apprécier et même de composer de la musique. Pour Chebaline, les symptômes sont allés particulièrement loin. Il ne pouvait plus communiquer du tout. Non seulement était-il incapable de prononcer une simple phrase, mais il ne pouvait plus en comprendre aucune. Muré dans son incapacité à interagir, il continua pourtant de faire travailler ses élèves musiciens, écoutant et corrigeant leurs compositions, et lui-même poursuivit son travail de compositeur encore de longues années, malgré tout cela. En tout naîtront 14 sonates, 2 quartettes, 11 chansons et une symphonie avec une qualité équivalente à celle précédant son AVC. Voilà qui semble donc nous indiquer que la capacité musicale humaine semble survivre aux lésions des zones du langage, et ne leur serait donc pas entièrement reliée. Rassurez-moi Lucien, votre incapacité à communiquer ne vient pas du même genre de problème. Non, parce que si on devait troquer un jour vos pancartes pourries contre un trombone à coulisses ou une guimbarde, je suis pas sûr que je tiendrais le choc. Je pense pas que je vous garderai à mon service non plus d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez écrit ? Les prud'hommes. Il reste 2-3 trucs à dire. Tout n'est pas si simple en effet. Apparemment, selon l'hémisphère touché par telle ou telle lésion, on peut être amené à perdre l'usage du langage et ou celui de la musique. Diana Deutsch, psychologue de l'Université de Californie, a étudié de nombreux cas d'aphasie et d'amusie afin de déterminer plus précisément la séparation de ces 2 fonctions. Et elle démontre, en 1969, que les mémoires musicales et verbales sont 2 fonctions cérébrales indépendantes. Plus tard, Doreen Kimura, psychologue canadienne, a mis en évidence l'importance de l'hémisphère droit dans la perception musicale en faisant écouter à un groupe de volontaires de la musique dans une seule oreille et simultanément dans l'autre une voix qui énumérait des nombres. Et encore quelques années plus tard, en 1974, un article publié dans Science par 2 psychologues, Bever et Chiarello, vient ébranler à nouveau tout ça en démontrant que l'importance de l'hémisphère droit dans la perception musicale ne vaut que pour les non-musiciens.
Les musiciens, au contraire, reconnaissent plus facilement les morceaux entendus par l'oreille droite et donc traités par l'hémisphère gauche. Et les deux chercheurs de conclure en expliquant que les fonctions analytiques s'exécutent à gauche, alors que les expériences globales, synthétiques, sont gérées plutôt à droite. Pas évident à suivre. Alors on a compris depuis qu'une distinction par hémisphère n'a que peu de sens, et pas uniquement pour le cas qui nous occupe aujourd'hui. De nombreuses fonctions cérébrales sont certes généralement situées plutôt à droite ou à gauche de notre caboche, mais il existe quasiment toujours des contre-exemples. Cela dit, la norme semble donc être la suivante: selon l'expérience et la maîtrise de chacun dans le domaine de la musique, l'analyse et la mémoire musicale seront traitées soit de manière globale pour les non-musiciens, et donc plutôt à droite, soit plutôt à gauche pour les musiciens confirmés, qui semblent utiliser en partie des compétences verbales dans le processus. Certaines composantes de la musique et du langage sont ainsi étroitement liées, et ce lien est d'autant plus puissant que le niveau de spécialisation musicale est élevé. L'on a découvert également que tel ou tel hémisphère était impliqué dans la perception de sons plus ou moins complexes, ou bien en fonction de l'urgence à analyser un son. Et oui, en cas de danger imminent par exemple, ça peut valoir le coup de sacrifier le détail d'une information sonore et de privilégier la rapidité de l'analyse. Et parfois, c'est rigoureusement l'inverse. On veut s'attarder et analyser plus avant une mélodie ou une harmonie par exemple pour la savourer davantage. La 7e de Beethoven. Ou alors Soussou de Joule. Et mon bébé fait des poutous. On ne juge pas. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes aujourd'hui pas capables de déterminer une zone spécifique du cerveau qui serait liée exclusivement à notre sens de la musique, ni à notre capacité au langage d'ailleurs. Mais étudier le rapport entre ces deux aspects n'est peut-être pas la clé, après tout. Bon, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, revenons-en aux animaux. Sait-on jamais. Avant toute chose, prière à vous, mes chers pourquoiphiles, de ne pas tomber dans les prochains paragraphes dans un anthropocentrisme malvenu qui consisterait à percevoir de la musique à tous les coins de rue du règne animal. Ok, Eudes ? Non mais je préfère prévenir, parce que on va tâcher de déterminer si certains animaux ont effectivement des capacités qu'on pourrait qualifier de musicales, donc pas de précipitation du genre les oiseaux ils chantent, hein, donc voilà, s'il vous plaît. Pour commencer, est-ce que certains d'entre eux apprécient les sons que nous produisons? Et si oui, plutôt Team Joule ou Team Beethoven alors? Cela pourrait nous aider à comprendre pourquoi notre propre espèce a produit la musique et la trouve si agréable. Les scientifiques ont donc cherché auprès d'autres espèces ayant un ancêtre commun avec nous pour tenter de dater l'émergence de notre amour pour les bruits organisés. Est-ce que c'était il y a 10 millions d'années? Lorsqu'on se traînait de branche en branche dans les grandes forêts? Pour en avoir le cœur net, les chercheurs ont tout naturellement travaillé avec des singes dans un premier temps. À défaut de composer des concertos lorsqu'on leur apporte un clavecin dans leur environnement, peut-être ont-ils des goûts musicaux, peut-être apprécient-ils certaines combinaisons de sons plutôt que d'autres. Une expérience assez simple a été mise en place avec des singes pinchés tamarins, que je vous présente si vous ne les connaissez pas. Mignon, hein? Mais c'est pas le sujet. Les pinchés tamarins, donc, sont séparés de notre branche évolutive depuis 40 millions d'années. Le protocole, une cage en forme de V. Les singes y entrent par la pointe et ont donc le choix entre deux couloirs en face d'eux. Au fond des deux couloirs, des haut-parleurs jouent soit un intervalle consonant, soit un intervalle dissonant. Important, les haut-parleurs ne jouent leur intervalle que lorsque le singe vient se positionner au bout de l'un ou l'autre des chemins, de sorte que le choix d'écouter tel ou tel son appartienne pleinement au singe. Le temps passé dans une zone plutôt qu'une autre est retenu comme indice de satisfaction. Et, là où préalablement l'on pouvait voir que les singes pouvaient très nettement préférer écouter des sons de mastication de leurs congénères mangeant des graines plutôt que des cris de primates apeurés, ici, dans le cas de la musique, aucune préférence notable n'a été relevée. Les intervalles consonants ou dissonants présentent pour eux le même attrait, ou plutôt la même indifférence. Évidemment, une expérience similaire avec des sujets humains a été menée et dans 90% des cas, l'être humain se positionne du côté d'une pièce où sa présence déclenche un son consonant. On pourrait ici objecter que l'appréciation d'un intervalle plutôt qu'un autre est acquis et culturel, et non pas inné. Alors, la même expérience a été menée sur des tamarins, mais cette fois-ci, après leur avoir fait préalablement passer plusieurs mois au contact d'intervalles consonants. Mais le résultat de l'expérience de la cage en V ne changea pas avec ces individus conditionnés pour autant. Les mêmes scientifiques ont alors poussé plus loin l'expérience.
Cette fois-ci, en diffusant d'un côté du V un son de fourchette raclant une assiette en continu, ouais, je sais, c'est dur pour certains d'entre vous alors que je diffuse même pas le son, hein. Et de l'autre côté du V donc, un intervalle musical quelconque. Résultat, rigoureusement le même. Les singes s'installent un peu à droite, un peu à gauche, là où il y a de la place quoi. On n'est pas prêt d'écouter du RTL2. On avance encore un peu. Cette fois-ci, d'un côté une petite berceuse, de l'autre, du métal allemand particulièrement assourdissant. Alors désolé hein, pour les éventuels Allemands parmi vous, mais manifestement, il y a dû y avoir un vote pour déterminer avec quelle langue le métal était le plus diamétralement opposé à une gentille berceuse. C'est la vôtre qui l'a emporté. Non, en vrai, j'en sais rien, mais je trouve amusant que les chercheurs aient précisé la langue. Cette fois-ci, donc, les singes ont préféré la berceuse. Mais, cela indique-t-il vraiment un goût musical ? Difficile à dire à ce stade. D'autant que la dernière partie de l'expérience proposait à nos chers tamarins d'un côté la même berceuse, et de l'autre rien du tout. Et oui, les singes choisirent le silence. Bon, tant pis. Après, l'expérience a été faite avec une espèce séparée de la nôtre depuis très longtemps, et ne présentant que peu de choses en commun avec l'être humain. Il faudrait vraisemblablement réitérer avec des espèces bien plus proches de la nôtre pour en avoir le cœur net, mais en tout cas, il ne semble pas y avoir de plaisir à écouter de la musique chez les singes tamarins. Pour revenir aux plus anthropocentrés d'entre vous, on peut effectivement aisément se dire qu'une baleine à bosse ou qu'un rossignol, tous deux produisant des chants extrêmement complexes et mélodieux, seraient socialement grandement handicapés si on les privait de ces capacités, mais il nous est bien impossible de savoir si ces chants leur procurent du plaisir musical. Bien. Cette tentative de réponse est pour le moment peu concluante, alors revenons-en à la question de départ. Pourquoi nous, les humains, apprécions-nous la musique ? Sommes-nous vraiment certains que la musique est naturelle pour nous ? Il se pourrait qu'elle soit acquise dès notre plus jeune âge. À l'instar des singes, nous ne savons pas parler lors de nos plus jeunes années. Et au Canada, un laboratoire prend pour cobaye de jeunes enfants depuis plus de 30 ans. Calmez-vous, c'est pas ce genre de cobaye, là c'est mignon, vous allez voir. On y compare la reconnaissance des altérations de tonalité et de rythme en fonction de l'âge, de manière à identifier ce qui est présent dès la naissance, ce qui se perd en route et ce qui se rajoute au fil de l'expérience. Sandra Treehub, qui mène ces expériences, nous indique ainsi: les enfants écoutent avec davantage d'attention le chant de leur mère plutôt que ses paroles. Ils se souviennent pendant longtemps d'un morceau mettant en œuvre des facultés musicales qui, à bien des égards, sont similaires à celles des adultes. Dans certaines activités spécifiques, ils semblent même plus habiles que ces derniers. Pour ce qui est de la préférence de la consonance face à la dissonance, comme pour les tamarins de tout à l'heure donc, nous préférons la première à la seconde très tôt, ce qui renforce l'hypothèse d'une préférence d'ordre biologique. Si nous prenions en compte seulement les adultes, nous pourrions penser qu'il s'agit d'une caractéristique apprise. Mais cette perception est partagée par tous les petits-enfants du monde. De plus, à partir de 5 mois, les bébés reconnaissent des mélodies, même lorsque celles-ci sont transposées dans une autre tonalité, c'est-à-dire lorsqu'elles sont jouées à partir d'une note de départ différente. Et comme les adultes, les enfants reconnaissent une mélodie dont on accélère ou ralentit le rythme, en la jouant à un tempo plus rapide ou plus lent. Cela signifie que les enfants en bas âge sont déjà capables d'apprendre et de mémoriser une mélodie en ayant recours au même procédé que les adultes, c'est-à-dire en confrontant les notes et en identifiant les intervalles, sans se laisser piéger par des changements de tonalité ou de chanteur. Que l'interprète soit leur grande sœur ou Henri Dess, pour leurs oreilles, la chanson reste la même. Si leur grande sœur chante juste, bien entendu. Et donc, il semblerait effectivement que pour la musique comme pour le langage, les êtres humains naissent parfaitement universalistes. Avant que leurs éducations n'interviennent, ils n'ont pas d'attraction particulière pour tel ou tel folklore musical. Ça paraît évident, mais parfois ça va mieux en le disant. Bon. Tout ça est très intéressant, mais on n'avance pas très vite vers une réponse. En même temps, je vous avais prévenu, c'est pas un sujet simple. Pour le prendre d'une façon un peu moins complexe, la réponse qui vient pour beaucoup à l'esprit, lorsqu'on se demande pourquoi telle ou telle musique nous plaît, c'est avant tout pour l'émotion qu'elle véhicule. Dans le cas de Jul, pas sûr quand même. Mais se contenter de répondre ça, dans ma vidéo, serait un peu léger, vous en conviendrez. Il nous faut donc essayer de nous pencher sur cette façon extrêmement efficace de transmettre des émotions, ce qui est loin d'être évident parce que, d'une part, on ne comprend pas bien à quoi peuvent servir ces émotions suscitées par la musique. Ordinairement, les émotions sont utiles, biologiquement parlant, généralement reliées à plus ou moins longue échéance à notre survie personnelle ou
ou à la survie de l'espèce. On en a déjà parlé avec la roue des émotions de Robert Plutchik lors du premier épisode. Et, avec cette grille de lecture, les émotions suscitées par la musique, ça marche moyen, quoi. Et en prime, là-dessus, on peut ajouter les goûts individuels. Toutes les musiques ne déclenchent pas les mêmes émotions pour tous les individus. Pire, ça peut même changer au fil du temps chez un même individu. Quand je dis changer, c'est parfois du tout au tout. Je parierais fort que pour certains d'entre vous, si vous alliez dénicher vos premières amours musicales, ça vous déclenche une sensation toute différente aujourd'hui. Cette variable rend l'évaluation des émotions musicales peu objective. Et pour finir, il faut bien comprendre qu'évaluer des émotions en laboratoire est particulièrement complexe. Malgré tous ces obstacles, depuis quelque temps, les psychologues et les neurologues commencent à penser que si nous réussissions à étudier de façon sérieuse les émotions musicales et à comprendre les mécanismes qui les déclenchent, nous pourrions probablement arriver à savoir pourquoi nous, les humains, nous aimons la musique. Alors, on va s'accrocher. Si on part du principe que les émotions servent à notre survie, on peut alors essayer de penser notre réaction à la musique en termes de pression sélective. Par exemple, on pourrait imaginer que notre capacité musicale découlerait de notre faculté à déceler dans les bruits environnants ceux qui sont bénins et ceux qui représentent un danger. Dans cette façon de voir les choses, une musique effrayante pourrait peut-être se faire l'écho de notre mécanisme de défense ancestral contre une menace comme le cri d'un grand prédateur, ou le bruit des intempéries. Et au contraire, une musique agréable pourrait être liée aux souvenirs de sons plus favorables, comme des occasions de socialisation avec d'autres membres de notre espèce. Selon les neuroscientifiques, l'étude de la musique pourrait de fait nous en apprendre davantage sur les émotions en général. Entre les mains des scientifiques, la musique pourrait donc devenir un outil pour mieux comprendre la nature humaine, et non plus seulement un artifice pour nous convaincre d'acheter telle ou telle marque de shampoing ou de yaourt. Deux chercheurs canadiens, Robert Zatoré et Anne Blood, ont ainsi étudié les émotions induites par la musique en soumettant plusieurs personnes à une tomographie par émission de positons, TEP, pendant qu'ils écoutaient tel ou tel morceau. La TEP permet de cartographier les zones actives du cerveau en percevant l'afflux sanguin dans telle ou telle zone. Et il s'avère que les mécanismes mis en branle pour percevoir une émotion désagréable ne sont absolument pas situés dans les zones dédiées à la reconnaissance des sons. Ils se sont également rendus compte que la perception d'une émotion se fait au même endroit, qu'elle soit réellement vécue ou simplement induite par de la musique. Ils ont, par exemple, laissé les sujets écouter la musique de leur choix pour se concentrer sur les émotions positives ainsi induites. Parce que, oui, je suppose ici qu'aucun des cobayes n'a souhaité écouter de son plein gré une musique insupportable à ses oreilles. Ils se sont donc aperçus que s'activaient alors les circuits neuronaux bien connus de la motivation et de la récompense. Bien connus car ce sont quasiment toujours ceux-là qu'on retrouve durant les activités favorables à la survie de l'individu et de son espèce, comme la nutrition et le sexe. De même que pour faire survivre l'espèce, il nous faille manger et nous reproduire, la musique aurait-elle donc le même pouvoir ? Bien sûr que non, mais alors pourquoi active-t-elle les mêmes zones ? La musique serait-elle une drogue ? À l'instar de la cocaïne et du chocolat, la musique piraterait-elle nos circuits de récompense ? Elle est pourtant abstraite, intangible. L'hypothèse de Zatoré et Blood est que l'activation de ces circuits, dans ce cas, représente une caractéristique spécifiquement humaine. Avec la formation d'une transmission anatomique et fonctionnelle entre les systèmes les plus anciens nécessaires à notre survie et ceux plus récents de type cognitif, notre capacité générale à donner un sens aux stimuli abstraits comme la musique a augmenté, ainsi que notre capacité à en retirer du plaisir. Les stimuli émotionnels peuvent également se manifester par la sécrétion d'hormones, et dans le cas précis de la musique, il semble établi que l'écoute influence la sécrétion des hormones liées au bien-être ou au stress, surtout le cortisol et les endorphines, ainsi que la testostérone chez les hommes. Si la musique est le fruit de l'adaptation, les avantages qu'elle a apportés à nos ancêtres étaient peut-être là. Les aider à mieux communiquer leurs émotions, renforcer leur empathie, et réduire les tensions sociales. Alors, bien sûr, je pourrais également vous parler des études sur les bienfaits de la musique d'un point de vue physiologique. Je pourrais vous parler par exemple d'une expérience sur des souris en laboratoire qui voyaient leur pression artérielle diminuer lorsqu'on leur faisait écouter du Mozart. Des traitements musicaux contre la maladie de Parkinson en jouant sur le système de distribution de la dopamine. Je pourrais aussi vous parler de l'importance de la synchronisation de la marche dans un groupe d'individus. T'as fini de me faire la tronche, toi ? Qu'est-ce que t'as pas compris ? Ah, mais tu m'écoutes en fait. Eh bien écoute mon vieux, quand
plusieurs personnes marchent ensemble, elles ont naturellement tendance à synchroniser leurs pas. Eh bien ça, c'est parce que nous faisons du bruit quand nous marchons, et pour nos ancêtres, c'était un problème. Alors, en se synchronisant, le bruit devient prévisible, et l'attaque d'un prédateur plus simple à entendre. Oui, un prédateur comme toi. Et vous avez jamais vécu à la même époque que les humains, vous autres, hein. Et d'ailleurs, heureusement pour vous, sinon vous auriez disparu pour de toute autre raison, crois-moi bien. Je pourrais vous parler donc du fait que la musique est aussi un moyen de se reconnaître entre nous, comme le hurlement des loups sert à distinguer les différentes meutes par exemple, mais bon, on va pas faire une vidéo de 2 heures non plus, hein. Oh, t'as vu? Le coulis dans l'assiette, on dirait un visage. Oui, bah c'est pas le sujet, mais ça va. Oh. Bon, quoi qu'il en soit, le plaisir que nous éprouvons aujourd'hui quand nous mettons notre casque sur nos oreilles, lui, sera toujours bien présent, quelles que soient les nouvelles recherches qui auront lieu sur ce sujet. En attendant la prochaine vidéo, replongez-vous dans vos albums favoris et appréciez la petite décharge de dopamine. N'oubliez pas non plus de découvrir de nouvelles musiques en jouant de votre curiosité. Alors d'ici la prochaine vidéo, restez éveillés et n'oubliez pas de vous demander pourquoi. À la prochaine.